Et bonjour à toutes et à tous, et voici enfin une nouvelle vidéo sur la puce CIC, cette fois-ci avec la Super Nintendo. J'ai vu beaucoup de vos commentaires et ça me fait très plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés, on va dire, par ce que je fais, et ça c'est vraiment super cool, merci à tous. Je vois aussi que vous me proposez énormément de consoles différentes, vous inquiétez pas, on va les faire, c'est juste que là pour l'instant on est dans cette boucle du CIC, où on fera donc la Nintendo 64 juste après. Donc vous inquiétez pas, toutes les autres consoles je les vois et je sais qu'il y a 1000 choses à dire sur les autres consoles, mais pour l'instant ça sera la Super Nintendo aujourd'hui et la Nintendo 64 un petit peu plus tard pour terminer la boucle du CIC. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. En tout cas c'est parti pour la Super Nintendo, générique. La Super Nintendo est sortie en 1990 au Japon sous le nom de Super Famicom, puis en 1992 en France, soit donc 2 ans après sa rivale, la Mega Drive de Sega. Malgré son arrivée tardive, elle fut comme la console qui l'a précédée, la NES, un énorme succès pour Nintendo dès sa sortie. Et ce, non seulement au Japon, mais aussi partout dans le monde. Surtout dû à des titres majeurs comme Super Mario World, F-Zero, R-Type et un peu plus tard Street Fighter 2. Côté technique, il y a beaucoup de choses à dire sur la Super Nintendo. La Super Nintendo embarque un processeur 16 bits de chez Ricoh, le 5A22, lui-même basé sur le 65C816 de chez Western Design Center, basé lui-même sur le 6502 de MOS Technology, et oui, encore le fameux 6502, mais cette fois-ci étendu avec un mode de calcul 16 bits, le 6502 était 8 bits, et avec divers ajouts internes permettant de simplifier les calculs pour le PPU. Cadencé à 3,58 MHz en zone NTSC et à 3,55 MHz en zone PAL, c'est presque le même processeur qu'on retrouve dans l'Apple IIgs. Pour la partie graphique, la Super Nintendo embarque un PPU séparé en 2 puces. PPU 1 qui gère la VRAM et OAM, l'espace mémoire dédié aux objets sur l'écran, c'est d'ailleurs cette puce qui gère également le fameux mode 7, et PPU 2 qui gère notamment le calcul des couleurs et la création du signal vidéo. En parlant du mode 7, la Super Nintendo a 8 modes d'affichage vidéo de 0 à 7. Ces modes d'opération ne peuvent pas être changés dans leur fonctionnement par les programmeurs, ils ont été créés en amont pour pallier aux différentes limites techniques de la SNES. Le premier mode vidéo, le mode 0, est le mode le plus basique. Il utilise certes 4 plans disponibles, mais ils sont limités en termes de couleurs à 2 bits par pixel, soit 4 couleurs. Mais ceci permet à ces 4 plans d'être indépendants et d'avoir leur unique palette de couleurs. Au niveau des tuiles, celles-ci peuvent être de 8 par 8 ou de 16 par 16 pixels, et certains effets, comme les mosaïques, sont supportés. Le second mode vidéo, le mode 1, comporte quelques changements. Par exemple, seulement 3 plans sont disponibles en mode 1. Les 2 premiers passent à 4 bits par pixel, soit 16 couleurs disponibles au lieu de 4. Sauf que maintenant, les plans 1 et 2 partagent la même palette de couleurs, tandis que le troisième background garde son indépendance. Le mode 2 est identique au mode 1, sauf pour un petit élément. Le troisième plan est supprimé pour être utilisé comme donnée de scrolling. Le programmeur peut donc se servir des données du pseudo troisième plan pour déplacer les éléments horizontalement ou verticalement venant des plans 1 et 2. Le mode 3 introduit le premier plan avec 256 couleurs, ce qui veut dire que le plan 1 peut utiliser toute la palette de couleurs stockée en 6 Go RAM, mais également avec une fonction appelée Direct Color, le programmeur peut assigner n'importe quelle couleur de l'espace RGB dans les limites des 11 bits disponibles dans la fonction. Le mode 4 est un peu comme une combinaison du mode 2 et du mode 3,
sauf que le second plan n'est plus au format 4 bits par pixel mais au format 2 bits par pixel. Le mode 5 quant à lui utilise deux plans, l'un utilisant le format 4 bits par pixel et l'autre le format 2 bits par pixel. Ce mode permet une résolution réelle de 512 pixels horizontaux, ce qui rend l'image plus détaillée. Le mode 6 utilise un seul plan au format 4 bits par pixel et permet, comme le mode 5, un affichage avec une résolution réelle de 512 pixels horizontaux. Et enfin le fameux mode 7, il s'agit d'un seul et unique plan de 1024 par 1024 pixels avec 256 couleurs. Et ce n'est pas tout, ce mode permet d'effectuer des rotations, des zooms et d'autres effets même en simultané. Ce qui donne ces effets comme par exemple le pendule de Chrono Trigger, qui n'est qu'un plan qui effectue une rotation, ou bien l'intro de Final Fantasy VI, ou bien le voyage canon dans Secret of Mana. Côté sonore, la Super Nintendo embarque deux puces qui travaillent de concert. Ces puces ont été créées par Sony, plus précisément par Ken Kutaragi, oui, Monsieur PlayStation, appelé le SPC 700, et l'autre puce appelée le SDSP. Le SPC 700 envoie toutes ses données au SDSP, qui lui s'occupe de synthétiser la musique. La SNES comporte 8 voix polyphoniques programmables avec divers effets sonores. Ce combo de puces permet des prouesses sonores, comme par exemple Aquatic Ambience de Donkey Kong Country. Ou bien dans un autre registre, ceci. Niveau mémoire, la SNES comporte 128 kilo-octets de mémoire principale, appelée Work RAM, 64 kilo-octets de mémoire vidéo, et 64 kilo-octets de pseudo-static RAM. Une autre force de la SNES, c'est la possibilité d'ajouter divers coprocesseurs directement depuis la cartouche, comme par exemple le Super FX permettant d'afficher des polygones 3D et sera utilisé notamment dans Star Fox. Et avec toutes ces grandes qualités techniques, Nintendo décida de réutiliser le CIC comme protection anti-copie, sous la forme cette fois-ci d'une puce 8 broches nommée F411A sur la console et D411 sur la cartouche, avec toujours l'idée de protéger la console contre les jeux sans licence. Pour rappel, le CIC n'a jamais eu vocation de protéger les jeux contre la copie sur NES. Copier un jeu cartouche nécessitait des outils spécifiques que le plus grand nombre n'avait pas. Mais quelque chose va changer avec la SNES et l'avènement des copieurs. Je ne vais pas reparler du CIC, on a déjà abordé ce sujet dans la vidéo précédente. Mais pour faire court, le CIC est un système clé-serrure assez simple. La console envoie des données et la cartouche renvoie un calcul lié à cette donnée. Si la donnée renvoyée est correcte, alors le jeu se lance. Cette technique a donc été réutilisée avec la Super Nintendo, mais évidemment le code a été changé et les instructions utilisées dans cette nouvelle version du CIC le sont également. Nintendo pensait alors sa protection inviolable, mais le problème est venu d'ailleurs. Déjà à l'époque de la NES, des petits malins avaient commencé à chercher une méthode pour copier les jeux qui étaient au format Famicom Disk System. Cet add-on de la Famicom n'est jamais arrivé chez nous, il permettait de lire des jeux au format disquette, format qui était à l'époque moins cher à produire que le format cartouche. Cependant, quelques temps après la sortie du format,
le piratage des jeux commençait à apparaître et de plus en plus de jeux se retrouvaient partagés sur des serveurs FTP ou tout simplement partagés sous le manteau. Pourtant, Nintendo avait prévu une protection pour éviter qu'une personne insère un disque non FDS en ajoutant une empreinte sur le disque. Au moment du verrouillage, une empreinte Nintendo dans le lecteur venait se caler sur l'empreinte Nintendo du disque, obligeant ainsi le jeu à garder son enveloppe d'origine. Sauf que le système ne vérifiait que si l'emplacement des lettres I et N était vide. Donc certaines entreprises ont juste laissé des blancs à ces emplacements pour faire croire que le disque était un original. Mais une autre erreur de Nintendo a permis à un nouveau marché d'émerger, celui des copieurs. En effet, une cartouche FDS pouvait être réécrite, notamment pour utiliser les Disk Writers, ces bornes permettant de changer le jeu qui se trouve sur le disque, moins cher que si vous achetiez un jeu complet. Ce système n'a pas du tout plu aux éditeurs, vous en conviendrez, car Nintendo gardait une grande partie des royalties, environ 50%, lors de l'utilisation de ces Disk Writers. De plus, une des limitations du FDS était que les jeux ne pouvaient pas être plus gros que 128 kilooctets, alors que les ROM de plus grande taille commençaient à être abordables. Et donc de plus en plus d'éditeurs, comme Capcom, ont donc abandonné le format au profit des cartouches. Mais revenons à la Super Nintendo. Quand la SNES est sortie, ces mêmes entreprises qui fabriquaient des disques capables de copier les jeux pour le FDS ont cherché à utiliser la même méthode pour récupérer les données des cartouches de jeux Super NES. Et avec le boom des micro-ordinateurs personnels utilisant MS-DOS ou Windows, le prix des composants comme les lecteurs de disquettes était devenu très abordable. C'est ainsi qu'une entreprise du nom de From Far East Industrial, basée à Taïwan, a sorti le Super Wildcard, un disque copieur qui se connecte à la Super Nintendo via le port cartouche et à un PC via le port parallèle. Il suffisait ensuite de démarrer la console pour avoir une interface personnalisée permettant de copier le contenu de la cartouche, de lire directement un jeu depuis le lecteur de disquette, ou bien tout simplement de démarrer le jeu qui se trouve sur la cartouche. Mais comment le Super Wildcard peut démarrer sans provoquer la protection anti-copie de la SNES ? Il y a eu plusieurs méthodes. La plus simple, utilisée par les copieurs bon marché, utilisait tout simplement la puce contenue dans la cartouche comme donneuse. La console, pensant que c'est une vraie cartouche d'insérer, car les lignes sont transmises directement vers le vrai port de la console. Mais d'autres copieurs, comme la version DX2 du Super Wildcard, étaient vendus avec une copie de la puce CIC. Pour rappel, le CIC de la SNES est, dans son fonctionnement, la même puce qui est incluse dans la NES, le seul changement étant le microcode. Et avec plusieurs essais, des copies du CIC étaient devenues disponibles sur le marché noir. Au niveau de leur fonctionnement, les copieurs ont en leur sein une puce mémoire. Le jeu était chargé dans cette puce mémoire pour que la console y accède. Une fois le chargement terminé, le jeu se lançait comme n'importe quelle cartouche classique. Et le prix des disquettes était devenu relativement peu cher dans les années 90. Un pack de 10 disquettes coûtait 65 francs environ, ce qui ferait environ 1 euro la disquette, contre plus de 300 francs pour un jeu SNES. Il était donc très simple et très rentable de prendre une cartouche d'un ami par exemple, de la transférer ensuite sur une disquette pour pouvoir y rejouer à sa guise. Pratique qui était très répandue sur l'Amiga ou l'Atari ST par exemple. Évidemment, Nintendo n'était pas très heureux et avait peur que les gens louent leurs jeux, notamment aux USA, les copient ensuite sur une disquette, puis ramènent le jeu au magasin prétextant que le jeu ne leur plaisait pas. Surtout que des équipes de pirates chevronnés de la scène Amiga commençaient à arriver et à diffuser les jeux sur les serveurs FTP ou sur des bulletin board systems. Les programmeurs ont donc décidé d'agir pour tenter de réduire le nombre de copies piratées. Tout d'abord, ils ont commencé à faire une simple détection si un copieur était utilisé. Pour ce faire, le programmeur demandait d'écrire une donnée dans un espace mémoire qui normalement n'était pas utilisé par le jeu. Par exemple, pour Super Mario All-Stars, l'action du programme devait toujours retourner la même valeur, car la Super Nintendo utilise du mirroring pour éviter les crashs mémoire en cas d'adresse invalide. Sauf que dans le cas d'un copieur, la donnée sera correctement écrite dans cet espace mémoire. Et ainsi, le jeu sait qu'il tourne alors sur un copieur, car les copieurs ont une puce mémoire beaucoup plus grande que celle des cartouches, pour que le copieur puisse pallier à toutes les éventualités. Et si un copieur est donc détecté, un message d'erreur est affiché et le jeu se bloque. Ceci obligeait donc le jeu à être patch pour outrepasser cet écran. Mais certains jeux comme Earthbound ou Mother 2 au Japon vont encore plus loin. En effet, si un copieur est détecté, un même message s'affiche au démarrage empêchant le pirate d'aller plus loin. Mais si le jeu est patché, le jeu fait des checks aléatoires pour vérifier s'il tourne sur un copieur ou non.
Si la protection est déclenchée, rien ne se passe visuellement, en tout cas au début, car quelques minutes plus tard, de plus en plus de monstres apparaissent, et ce même dans les zones dites safe. Et si le joueur arrive à la fin du jeu, le combat de fin s'arrêtera prématurément et la mémoire du jeu sera complètement effacée. Un autre type de check sera mis en place, comme par exemple dans Donkey Kong Country 2, où le jeu vérifiera à quel emplacement mémoire le jeu se lance, appelé Reset Vector. C'est un poil technique, mais tous les jeux SNES commencent à l'adresse mémoire FFFC de la banque 0. Donkey Kong Country 2 vérifie son espace mémoire de démarrage, et si cet espace était incorrect, donc sans doute remplacé par un crack throw, le jeu pouvait par exemple bloquer la caméra du joueur, rendant la progression impossible. Et voilà, comme vous l'avez remarqué, le CIC n'a pas réussi à empêcher le piratage sur Super Nintendo. En utilisant la puce CIC d'une autre cartouche comme donneuse, il était possible de berner la console pour faire croire qu'un jeu réel était inséré. Malgré tout, il fallait avoir accès à un copieur, ce qui n'était pas donné à tout le monde, et d'ailleurs on peut dire que le CIC a empêché les cartouches contrefaites d'exister sur Super Nintendo. Même si le CIC a été mis en échec sur cette console, ça n'a pas empêché Nintendo de réutiliser la technique du CIC dans son ultime console, utilisant le support cartouche, la Nintendo 64. Mais ça sera pour un prochain épisode. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker si vous avez aimé. Encore une fois, je suis très content du retour qu'ont les autres vidéos, et ça m'a fait plaisir de voir que de plus en plus de monde aime le contenu que je fais, et ça c'est cool. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo, cette fois-ci sur la Nintendo 64, pour boucler ces 3 épisodes sur la puce CIC. Portez-vous bien, et à plus. Allez, ciao!